Merci, messieurs les modérateurs. Bonjour à tous. Je suis très heureux et je remercie les organisateurs d'avoir proposé une question qui est une question quotidienne. Ce n'est pas du tout une question théorique sur la revascularisation. Il suffit de suivre les guidelines et puis on va faire comme ça. C'est une question qu'on doit se poser régulièrement et comme vous le savez, c'est important de pouvoir adapter aussi ces recommandations à notre contexte local, géographique où on travaille. Et donc c'est une question qui m'a beaucoup plu, dans laquelle j'ai essayé de répondre, disons, avec les éléments qui me semblent les plus importants. Alors j'ai aucun lien d'intérêt avec cette présentation, mais j'ai un certain nombre de liens d'intérêt, comme beaucoup, avec l'industrie pharmaceutique. Alors ça, c'est une diapositive que j'aime beaucoup et qui remonte à 1977. Il y a quelquefois des génies en médecine, et ça, c'en est un. C'est un monsieur qui s'appelle Reimer. En fait, il travaille surtout, c'est Reimer et Jennings, qui vont faire des petits nœuds sur les coronaires et qui vont lâcher les nœuds sur les coronaires progressivement, après, notamment ici, 40 minutes, 3 heures, 6 heures, 24 heures et 96 heures, et qui vont regarder l'impact du temps pendant lequel il n'y a pas eu de vascularisation d'une partie du myocarde, directement liée au type de coronaire qui a été ligaturé, et il regarde ce qui se passe. Et d'emblée, et ça c'est important, regardez par exemple avec la flèche en bas, qui est la dernière phrase de l'article dans Circulation en 77, qui est que le temps est le facteur le plus important, finalement, qui compte après une ischémie myocardique concernant naturellement la mort cellulaire du myocarde. Et ça, c'est une notion qui nous poursuit et qui est un facteur qui ne doit absolument jamais oublier. Et moi, je pense effectivement que le temps est un des facteurs thérapeutiques les plus importants dans la stratégie de prise en charge du syndrome coronaire aigu. Et puis, le génie étant ubiquitaire, il fait la première courbe qui est directement liée en fait au temps d'ischémie myocardique et du sauvetage du myocarde qu'on peut obtenir en fonction du temps. C'est une courbe que tout le monde connaît maintenant depuis des années, mais la première fois où elle est faite, finalement, c'est en 77. Et vous voyez qu'il y a une incidence complètement différente entre une décroissance extrêmement rapide en termes de sauvetage musculaire en fonction du temps, et puis ensuite ça s'apaise en sachant que ça va être naturellement différemment exploité. Vous connaissez la courbe de Boersma, par exemple, qui a suivi bien des années plus tard. Alors, toujours les mêmes auteurs, mais je passe rapidement, on continue à faire ces études de ligature coronaire pour obtenir, ici c'est pas une coronaire mais c'est un myocarde, mais c'était plus joli que ce qu'il présentait en 77, et on voit qu'effectivement il y a une augmentation de la nécrose myocardique, comme vous le savez, donc ça c'est des points importants. Alors il y a eu un amalgame entre ce qu'avaient fait donc Reimer et Jennings, Bergman qui a fait les premières thrombolises intra-artérielles chez le chien en 82, et puis on saute un petit moment avec la première étude chez l'homme, qui est l'étude italienne JCA que vous connaissez, et qui montre que, encore une fois, on a cette courbe relative avec le bénéfice ou le pourcentage de muscle qui est sauvé avec le temps, en sachant qu'effectivement, et ça c'est quelque chose où on met des années à comprendre, c'est que bien sûr, plus c'est tôt, plus c'est bon. C'est-à-dire plus c'est tôt et on ouvre l'artère et plus c'est bon. Donc ça, c'est dans la première partie de cette courbe. Mais surtout, ça c'est une corollaire fondamentale, mais surtout, il faut se dépêcher. C'est-à-dire plus c'est tôt, plus il faut se dépêcher, puisque dès qu'on perd quelques minutes, vous voyez, on dégringole sur la courbe extrêmement rapidement, alors que, en caricaturant au-delà de 6 heures, effectivement, c'est moins important de perdre quelques minutes. Donc ça, c'est important. Plus c'est tôt, plus c'est bon. Et deuxièmement, plus c'est tôt, plus il faut se dépêcher. Encore récemment, et je vais très vite, même en 2013, on continue à parler sur cette partie initiale de la courbe, par exemple les 3 premières heures. Personnellement, je pense que dans la pratique de tous les jours, les 2 premières heures sont très essentielles, et c'est en accord d'ailleurs avec la littérature. Alors je reviens un tout petit peu en arrière, et les génies sont pas toujours présents, et il y en a qui malheureusement n'ont pas le feeling. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça, c'est la thrombose de la coronaire. Ça existe ou ça n'existe pas, la thrombose de la coronaire. Là maintenant, en 2016, on ne se pose plus la question, mais en 1980, donc vous voyez, on est après les études Princeps, encore une fois, que je vous ai montré chez le chien, de ligature de coronaire, et vous avez un article de Circulation en février 1980 qui conclut que
L'ensemble de ces données, c'est ce qui est écrit ici en petit, mais on le voit un peu mieux ici écrit en bleu, et qu'il n'y a aucun rôle principal du thrombus coronaire dans la pathogénie de l'infarctus du myocarde. Vous voyez, il y a des gens qui se trompent quand même en médecine. On est en 1980. Heureusement, quelques mois plus tard, vous avez quelqu'un qui fait l'inverse et qui commence avec une petite sonde de Fogarty à essayer d'aspirer quelque chose, et il aspire un caillot. Et il dit, mais il y a un caillot dans 110 fois sur 126, je crois, je ne me souviens plus par cœur des chiffres. Mais donc, dans la très très grande majorité des cas, on tombe sur un caillot. Et donc, l'histoire de la thrombose, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on rentre à ce moment-là dans l'ère, évidemment, de la thrombose. Faisons un saut de 35 années plus tard. 35 années plus tard, vous avez les recommandations qui sont maintenant claires. Et moi, je ne vais pas faire une compétition de traitement, de stratégie sur le plan de désobstruction des vaisseaux. Mais d'une façon extrêmement claire, dans les recommandations, il y a écrit que l'angioplastie primaire est la reperfusion recommandée par rapport même à la fibrinolyse, et c'est d'un grade 1A. Donc là, il n'y a pas de discussion possible. C'est ce qui est recommandé, mais, et c'est quand même intéressant parce que vous voyez que c'est lié à ces travaux princeps, mais il faut que ça soit fait par des équipes expérimentées, et le tout dans les 2 premières heures qui suivent le contact médical. Donc il y a quand même cette notion de temps qui reste très importante. Il faut désobstruer, mais attention, il faut désobstruer en fonction du temps. Alors quand même, pour la fibrinolyse, c'est pareil, c'est grade 1A, il n'y a pas de problème métaphysique, surtout si on ne peut pas faire autrement, ou bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de cath lab, ou bien, bien sûr, si on ne peut pas être dans les 120 minutes. C'est quand même ça qui est écrit, il ne faut pas l'oublier complètement. C'est-à-dire que les 2 thérapeutiques, on a fait ce bond de 35 ans, mais vous connaissez un peu l'histoire récente. Donc il n'y a pas d'opposition, et il y a quelque part des propositions de recommandations, c'est le rôle de ces guidelines. Alors, un mot rapide sur ces recommandations que vous connaissez par cœur, pour dire que ce n'est pas si simple à lire. C'est un peu des fois un langage d'ambassadeur. C'est les recommandations les plus récentes, qui sont celles de 2012, que tout le monde connaît et a en pratique, dans lequel il y a quand même des objectifs de délai. Prenons un objectif, par exemple, de la fibrinolyse. Si vous décidez de fibrinoliser, parce que c'est comme ça le protocole chez vous, en tout cas, prioritairement. Je ne dis pas que c'est fibrinolyse versus PCI, ça n'existe pas. C'est toujours fibrinolyse et on envoie le patient dans un centre d'angioplastie si nécessaire, et de toute façon, il aura besoin d'une coronarographie. Mais par exemple, la thrombolyse, ça doit être fait dans les 30 minutes qui suivent le premier contact médical. Donc là, il y a quand même aussi des critères, y compris quand on fait la thrombolyse. Mais on peut dire qu'à lire, c'est pas si simple, puisque on fait par exemple pour les soins d'urgence, pour les services d'urgence ou pour les hôpitaux qui n'ont pas d'angioplastie, avec un patient qui vient aux urgences et puis manque de chance, c'est pas le bon hôpital. Alors en France, dommage qu'il n'ait pas fait le centre 15, mais c'est comme ça arrive quand même encore relativement souvent. Eh bien, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut faire l'angioplastie dans les 2 heures? Et si la réponse est oui, alors on l'envoie dans un centre d'angioplastie. Si la réponse est non, on lui fait, donc dans les délais de 30 minutes, une fibrinolyse. Mais il faut lire un petit peu, vous savez, c'est comme les contrats d'assurance. Il y a toujours des trucs qu'on n'arrive pas bien à lire. Il faut dire que préférablement, c'est mieux 90 minutes que 2 heures quand même. C'est quand même mieux 90 minutes. Et puis, si vraiment c'est un early presenter, alors la définition de l'early presenter, c'est dans les 2 heures, on prend en charge un patient dans les 2 heures qui suivent le début de la douleur. Alors là, ça devient 60 minutes. Vous voyez, c'est plus le même objectif, c'est moins facile. Et c'est quand même ça qui est extrêmement clairement écrit dans les recommandations. Alors, il y a des pratiques dans l'Europe qui sont un peu variables. Et il y a eu un certain nombre de surveys, d'enquêtes européennes par la Société européenne de cardio, et qui a montré qu'il y avait quelques variations de prise en charge, par exemple en comparant le pourcentage d'angioplastie versus la thrombolyse, que ce soit dans les pays du centre ou que ce soit, par exemple, comme chez nous, dans les pays de l'Ouest. Donc nous, l'Ouest, l'Ouest, on fait beaucoup d'angioplastie et on emmène beaucoup les patients en centre de cardiologie interventionnelle. Ça a une petite conséquence, puisque c'est fait sur la même étude, c'est qu'il y a quand même un delta de temps entre les patients, entre le moment où on a fait, vous savez, ce fameux ECG qualifiant. On fait un ECG qualifiant et on décide d'une désobstruction coronaire.
eh bien, quand on décide de commencer, je dis bien commencer, on est dans de la thérapeutique pharmaco-invasive maintenant. Quand on dit de commencer une fibrinolyse, on est sur une moyenne de l'Europe de 50 minutes. Et quand on décide de faire une angioplastie, on est plutôt sur, vous voyez, on est limite dans les 120 minutes en médiane. On est limite dans les 120 minutes. Donc il y a quand même toujours un problème de temps. C'est difficile à atteindre. Et puis il y a eu une progression de la pathologie. Alors, on ne peut pas vraiment dire que cette première partie, là, qui est nos reperfusions, corresponde exactement à l'évolution naturelle de la pathologie, puisque là, la mortalité était beaucoup plus élevée, puisque ça, c'est des différences de mortalité en fonction des différents FAST-MI que vous connaissez, sur de la mortalité à 30 jours. Et vous voyez qu'il y a eu une amélioration de cette mortalité, que ce soit pour la fibrinolyse d'abord, ou que ce soit d'emblée une angioplastie directe. Alors ça, merci à Nicolas Danchin de me prêter cette diapositive. C'est intéressant parce que ça a quand même des conséquences. C'est-à-dire que c'est écrit dans les recommandations, mais c'est pas écrit dans les recommandations parce qu'ils savaient pas quoi mettre et puis qu'ils ont dit, tiens, on va dire 2 heures, c'est vachement bien, ou 90 minutes, ou 60 minutes si c'est un early presenter, etc. Non, il y a quand même des conséquences sur la mortalité. Vous voyez ici, par exemple, entre le moment où on fait l'ECG, ce fameux, encore une fois, ECG qualifiant, et au moment où on fait l'angioplastie, si c'est dans les guidelines, vous avez 1% de mortalité. Si c'est en dehors des guidelines, vous avez 3,6% de mortalité. Et vous avez la même chose avec la fibrinolyse. Si vous êtes dans les guidelines, vous avez 1% de mortalité. Si vous êtes en dehors des guidelines, vous avez 3,2% de mortalité. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en permanence, à mon avis, en arrière-pensée, en background, quand on prend en charge les patients. Ça, c'est une étude célèbre que vous devez connaître et qui consiste à prendre uniquement comme variable le délai du système où on a pris en charge le patient. On ne parle plus de est-ce qu'on choisit plutôt de commencer par une fibrinolyse ou une angioplastie? Non. C'est quoi le système, le délai de prise en charge de ces patients? Et vous voyez que dans une mortalité tardive, à 7 ans, vous voyez que c'est directement lié au système délai, au délai du système. On peut le traduire vraiment complètement comme ça. C'est-à-dire que la rapidité de prise en charge des patients est quelque chose qui est un point clé. Et donc pour tout ce qui est urgence, cardiologue inclus, bien sûr, c'est un point absolument important. Vous voyez que ça a une importance cette année après la prise en charge. Si vous avez un système vous l'avez pris en charge dans l'heure, alors vous avez 15,4% de mortalité. Et à l'inverse, lorsque vous avez un système qui dépasse les 3 heures de prise en charge, de désobstruction du patient, eh bien vous avez doublé la mortalité. Vous êtes à 30,8% de mortalité à 7 ans. Et donc ce point de temps, vous voyez, qui a été tellement mis en lumière dans les travaux Princeps du début, reste quelque chose qui est extrêmement vrai et important. Alors là, ça va bien se passer sûrement. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir en Ile-de-France un registre permanent depuis le début des années 2000 et dans lequel je souhaiterais partager avec vous un certain nombre de résultats. Vous avez ici l'Île-de-France et les petites croix qu'on voit à peine, j'imagine, enfin qu'on devine un peu, sont les endroits où il y a des cathéters pour faire des angioplasties. Il y a 36 cathéters en Île-de-France. Il y a 36 tables de coraux en Île-de-France. Et vous voyez qu'il y a la densité de population qui, finalement, est assez proche de la densité des tables. Alors, évidemment, dans nos amis qui occupent presque 50% de l'Île-de-France et qui sont la Seine-et-Marne, il y a moins de tables de coraux, mais il y a moins d'habitants. Alors, c'est un peu moins simple, j'entends bien. Ici, vous avez la position, l'emplacement des SMUR. Alors, je vous rassure, heureusement, il y a des SMUR et qui sont capables de les prendre en charge dans des délais raisonnables. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est de vous présenter les choses un peu exactement en fonction des recommandations. Soit on prend des patients et puis on va décider d'une désobstruction de type pharmaco-invasif. Et là, globalement, il va être quand même assez facile. Vous avez vu les résultats, par exemple, européens, d'être dans les délais. Soit on va essayer d'être dans les délais préférés, préférés de délai, comme c'est écrit dans les recommandations, c'est-à-dire moins de 60 minutes pour les moins de 2 heures, donc les early presenters, et puis moins de 90 minutes pour les patients qui sont pris en charge entre 2 et 12 heures. Et puis ensuite, vous avez les délais qui sont qualifiés de délais acceptables entre 60 minutes et 2 heures, et les délais acceptables pour les plus de 2 heures
entre 90 minutes et 120 minutes, et puis ceux qui sont en dehors des guidelines. Et vous avez premièrement une répartition. Alors un mot quand même, on parle surtout des patients qui n'ont aucune complication pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le temps de prise en charge. On a souvent dit, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que naturellement on a regardé, mais peu importe, on a souvent dit que quand il y a des complications, c'est plus long, c'est plus difficile, etc. Donc ça dure plus longtemps. Donc on prend des patients qui n'ont pas de complications. Pas de complications, qui représentent quand même, vous voyez, plus de 80% des patients qui sont pris en charge entre les années 2008 et 2012 sur 5 ans. Et puis, vous voyez que 2 tiers de ces patients-là sont pris en charge dans les 2 premières heures. Et donc, plus c'est tôt, plus il faut se dépêcher. Et donc ça, c'est un point qui est quand même extrêmement important. On a la majorité des patients, 2 tiers, qui sont des patients qui sont des early presenters. Et donc, chez ces patients d'early presenters, peu importe le pourcentage de pharmaco-invasifs, donc on commence une fibrinolyse, puis on l'emmène en angioplastie. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le délai optimum de l'heure, il est atteint en région Île-de-France, où il y a quand même 36 tables de coraux dans environ 5% des cas. D'accord ? 5% des cas. Donc ça, c'est un point qui doit rester quand même important. C'est quelque chose qui est une vraie valeur et qui montre que c'est difficile. Alors c'est difficile. Donc il faut réfléchir peut-être aux stratégies de prise en charge. Ce qu'on peut dire par contre qui est favorable, c'est qu'il y a plus de 70% dans les 2 catégories qui sont pris en charge dans les moins de 2 heures. Donc il y a même plus, étant donné qu'il y a une augmentation du délai pour les patients qui ne sont pas des early presenters, en tout cas en vert ici, c'est-à-dire dans les délais préférés, eh ben, on a donc un pourcentage élevé de patients qui sont quand même pris correctement. Vous rajoutez le pourcentage des patients qui sont proposés dans une stratégie pharmaco-invasive, et vous avez quelque chose de quasiment inégalable en système. Hein. C'est déjà très bien. Mais vous avez quand même plus de 10% à chaque fois de patients qui sont en dehors des délais. Alors on pourrait dire aussi l'inverse, on n'a que 10% de patients qui sont en dehors de délai. Hein. Si on comparait avec d'autres systèmes, c'est déjà très pertinent et très efficace comme système, mais c'est quand même intéressant. Alors est-ce que ça a une incidence sur la mortalité dans notre registre? Alors c'est fait ici sur une période qui est plus longue entre 2003 et 2013. La réponse est oui. Et c'est énorme la différence, exactement comme ce qu'on a pu vous montrer tout à l'heure avec l'enquête européenne qui montrait une différence de mortalité quand on était dans les guidelines ou quand on était en dehors des guidelines. Donc en Île-de-France, quand on est en dehors des guidelines, vous avez une mortalité qui monte à 4,1%. Et quand vous êtes dans les guidelines, vous avez 1,8%. Et ça, c'est important. Ce n'est fait que pour les patients avec une angioplastie primaire, parce que pour les patients qui ont une stratégie pharmaco-invasive, c'est fait, comme vous le savez, en pré-hospitalier, ce qui est d'ailleurs recommandé dans les recommandations. Et donc, on n'a pas ce problème de délai, de début, naturellement, de la prise en charge de ces patients. Alors ça, c'est un peu la même chose et c'est toujours lié à notre registre. C'est une comparaison des stratégies parce qu'il y a l'Île-de-France et puis il y a le centre, Paris, P. Vous avez la petite couronne qui est ici et vous avez la grande couronne. Alors forcément, il y a des pratiques différentes. Vous avez vu, par exemple, le hiatus qu'il y a, par exemple, en Seine-et-Marne en termes de tables de coraux. Et donc, le temps, il est plus important probablement là. Et donc, il y a, c'est ici en bleu, une augmentation de la stratégie pharmaco-invasive en périphérie par rapport au centre de l'Île-de-France. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si vous additionnez ça, où on est sûr qu'on est dans les délais, avec les patients qui sont dans les délais, il y a les verts et les oranges ici, qui sont les préférés, encore une fois, et ceux qui sont acceptables délais. Si vous rajoutez ça ici, vous voyez qu'on a à peu près la même proportion de patients qui sont pris en charge dans les délais. Et donc, vous voyez qu'avec une modification de stratégie entre la périphérie, la grande banlieue, et le centre de Paris, vous avez un peu la proposition de timing voisin pour l'ensemble des patients. Ça, c'est une diapositive que m'a prêtée parce que c'est Paul Armstrong qui a fait cette comparaison. C'est aussi l'intérêt des fois de faire une stratégie pharmaco-invasive et qui semble, vous connaissez l'étude CAPTIM depuis le début, et qui semble effectivement plus favorable en termes de diminution de patients qui font des chocs cardiogéniques, en sachant que où c'est le plus utile, c'est pour les patients les plus précoces,
ce qui n'est pas incroyable. Et on a effectivement une tendance en faveur de faire une stratégie pharmaco-invasive quand on analyse l'ensemble des études qui ont naturellement pu comparer ces deux stratégies. Un mot sur ce que vous connaissez par cœur, et à juste titre, parce que Nicolas Danchin a quand même été extrêmement moteur pour essayer de mettre un focus sur ce qui se passe en France, sur la prise en charge de stratégie des obstructions des patients qui font un infarctus. Et ça, c'est une étude publiée très récemment dans Circulation qui montre que c'est une évolution à 5 ans en fonction des thérapeutiques qui ont été proposées, soit une pharmaco-invasive, soit, ici en intermédiaire, des patients qui ont eu une thrombolyse intra-hospitalière, ce qui peut parfaitement se comprendre quand on prend des patients en charge en secondaire, c'est-à-dire que les patients ont été dans des hôpitaux qui n'ont pas une salle de cathé, et ensuite qui vont être transférés. Et ici, vous avez, disons, la référence qui est l'angioplastie primaire, avec bien sûr, c'est quand même beaucoup mieux en termes de survie, hein, c'est la survie, beaucoup mieux bien sûr que l'absence de reperfusion, mais je n'ai pas besoin de le souligner. Alors, c'est vrai que la question est entière en disant que, en gros, quand on essaye d'être vraiment pour les patients, et vous avez vu qu'on en a beaucoup, 2 tiers des patients, dans la première heure, d'essayer de leur proposer une stratégie, eh ben c'est extrêmement difficile concernant l'angioplastie primaire, il faut quand même le savoir. C'est plus accessible à Paris qu'en grande banlieue. La somme que je vous ai présentée tout à l'heure, qui était d'environ 5% dans ce créneau de 60 minutes, est quelque chose qui varie entre presque 10% au centre de Paris jusqu'à naturellement un peu plus de 10%, 11% en périphérie. En périphérie de la banlieue. Alors, ça, c'est 2-3. Maintenant, je finirai sur 2-3 aspects, parce que l'intérêt d'avoir ces registres continus, c'est que c'est une véritable mine et dans lequel on a le droit d'essayer de se poser des questions, de faire des recherches. Alors, on s'est posé ici une question qu'on a présentée à l'ESC en 2015 et qui était le fait de, est-ce que, comme dans les centres d'angioplastie, c'est-à-dire que ceux qui en font beaucoup le font mieux que ceux qui en font moins? Vous savez qu'il y a une tendance à dire que c'est les gros centres qui sont plutôt plus performants. Il y a un peu de polémique des fois là-dessus, mais donc on a essayé de se poser la même question, c'est-à-dire dans les SMUR, quand on fait beaucoup d'infarctus du myocarde, est-ce qu'on est plus performant? Est-ce qu'on incite plus facilement à la désobstruction? Est-ce qu'on est meilleur ou est-ce qu'on n'est pas meilleur? Et la réponse est on n'est pas meilleur. Et ça, c'est un peu rassurant. C'est-à-dire que dans les SMUR en Ile-de-France, où qu'on soit, que ça soit par SMUR, vous voyez que c'est exactement pareil en termes de décision de reperfusion. Et quand vous regroupez les SMUR, par exemple, par département, donc par SAMU, donc ici il y en a 8, donc, puisqu'il y a 8 départements, 8 SAMU en Ile-de-France, vous voyez que la décision de reperfusion est exactement la même par SAMU. Donc il n'y a pas de variation en fonction du volume d'activité. Et c'est ce qu'on voit ici. Si on classe les SMUR en fonction de je fais moins de 20 infarctus ou j'en fais plus de 70, et puis toutes les catégories intermédiaires, vous voyez que la décision de reperfusion est exactement la même tout le temps. C'est quelque part assez intéressant. Alors ça, c'est un autre truc, et j'en termine dans 2 diapositives. Ça, c'est un autre truc qui est le suivant. On fait 4 catégories horaires. On pourrait les changer, mais entre 6h, 12h, 12h, 18h, 18h, minuit et minuit, 6h. Et vous voyez qu'il y a une petite différence entre les bleus qui sont les patients qui sont donc les early présenteurs. Ce qui est intéressant, vous le savez, on a 2 tiers d'early présenteurs, donc on a beaucoup. Mais vous voyez que c'est des pourcentages. Vous voyez ici qu'on a, par contre, en rouge, c'est ceux qui sont au contraire, donc il n'y a pas tous les patients là, c'est au contraire les patients qui sont au-delà de 3 heures. Et vous voyez qu'il y a un quart de patients au-delà de 3 heures quand on commence à être entre 18h et minuit, et il y a un tiers de patients qui sont au-delà de 3 heures quand on est la nuit. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans la pratique de tous les jours, y compris au niveau d'un dispatching médical comme un centre 15, ça veut dire qu'il faut en tenir compte. Ça veut dire qu'il faut en tenir compte. Il faut probablement moduler son seuil de prise en charge, de déclenchement en tout cas d'équipe. Et ça, c'est un axe de recherche qu'on a. Et puis, pour terminer, finalement, et pour... vous remarquerez que j'ai non pas répondu à la question, mais je contourne parce que ça n'a plus aucun intérêt de faire une polémique entre les 2 stratégies, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vite, de le faire au mieux et de soigner le maximum de patients. Mais ça, c'est un truc important. Mais c'est quoi
le bon niveau de fibrinolyse puis d'angioplastie globalement. Alors en essayant de faire avec mon ami Nicolas Danchin une étude sur ce domaine-là, pour l'instant on n'est que dans la recherche, eh bien on s'aperçoit que effectivement il y a eu des variations en fonction du pourcentage de fibrinolyse et du pourcentage d'angioplastie primaire. Vous voyez que globalement, il y a une augmentation permanente de l'angioplastie primaire. Et par contre, quand on compare avec la mortalité hospitalière, puisqu'on a la mortalité hospitalière dans notre registre, on s'aperçoit que la meilleure mortalité hospitalière était au moment entre 2006 et 2008. Et globalement, je dirais qu'on aurait une tendance à évaluer ça sur un pourcentage de fibrinolyse entre 15% et 25% qui semblerait peut-être optimum. Et je conclus donc en disant que tout ceci n'est pas dans une boule de cristal. Merci.